Tout Cette mon argent, ça conférence va maintenant être enregistrée. faisait n'importe quoi. Je sais que c'est mes parents qui ont demandé, mais j'ai accepté. Est-ce que vous en avez discuté en famille? Oui, j'ai été d'accord si c'est mon père qui s'occupe de mon argent. Vincent, est-ce que vous vous rappelez des étapes de la procédure? Non, je me rappelle plus. Euh, Est-ce qu'il y a eu des changements dans votre vie quotidienne depuis la mise en place de la mesure? Et si oui, lesquels? Non, sauf que j'ai mûri, j'ai plus envie de dépenser mon argent. Au début, ça m'a empêché de faire des dépenses, mais maintenant, ça ne m'apporte plus rien. J'ai une carte bancaire, mais que pour des retraits, c'est limité. J'aimerais une carte bancaire normale. J'aimerais m'occuper de mes papiers, apprendre. Merci Vincent. Merci. Bonjour madame, vous êtes la maman de Vincent. Acceptez-vous de répondre à quelques questions au sujet de la mesure de protection dont bénéficie votre fils? Oui, j'accepte. Pouvez-vous nous préciser de quel type de mesure de protection Vincent bénéficie? Est-ce que cela implique? Alors, Vincent est sous curatelle renforcée. Il n'est pas seul à décider, on décide ensemble d'un point de vue pécunier. Qui a demandé cette mesure? C'était à votre initiative ou un proche, un professionnel vous a incité à le faire? On l'a pensé par nous-mêmes en voyant les difficultés de Vincent et en pensant aux gros problèmes qui pourraient arriver. On s'est ensuite tourné vers Madame Patin à l'ERHR pour nous aider dans les démarches. Je précise, ERHR, c'est Équipe Relais Handicap Rare. Voilà. Avez-vous pris la décision en concertation avec Vincent? Et si oui, comment a-t-il réagi? Au début, c'était une conversation avec Vincent et son papa, en parlant des conséquences du comportement de Vincent. Il a voulu que ce soit son père qui s'occupe de ses affaires et de son argent. Est-ce que vous pourriez nous décrire les étapes de la procédure? Alors, nous en avons d'abord parlé en famille, aussi avec notre fille. On s'est tourné vers Madame Patin, notre interlocuteur privilégié. Elle nous a aiguillés vers l'UDAF, donc le service pour les familles, pour avoir toutes les informations pour prendre notre décision. Puis, on a écrit au juge des tutelles qui nous a convoqués tous les trois. Le juge nous a reçus en nous auditionnant, d'abord Vincent, son papa, puis moi-même. Il nous a dit oralement, à l'issue de l'audition, que la curatelle renforcée serait bien pour Vincent, mais qu'il rendrait son jugement à la mi-septembre. Avez-vous rencontré des difficultés lors de la demande de mesures de protection? Si oui, quelles difficultés? Et est-ce que quelqu'un a pu vous soutenir? Et ben, du coup, on n'a pas forcément rencontré de difficultés. Avez-vous constaté une ou plusieurs évolutions chez Vincent? Et si oui, de quel ordre? Oui, entre le moment où on s'est aperçu que Vincent se mettait en situation difficile et dangereuse, Vincent a beaucoup changé, il a mûri. Il a subi une épilepsie qui l'a transformé et qui a participé au passage de l'ado au jeune adulte. De nouvelles activités et un stage professionnel se sont mis en place, qui a aussi participé au changement. C'est un tout. Et pour finir, avez-vous des professionnels qui Alors, pour les professionnels, il est Excusez-moi, du coup, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. indispensable d'alléger les lourdeurs administratives, les délais de traitement des dossiers et des réponses. Je n'ai pas vraiment de conseils pour les familles. Je leur souhaite d'avoir la chance de tomber sur les bonnes personnes, comme nous avons eu la chance de rencontrer Madame Patin et ses collègues. Merci, madame. Je vous en prie. Donc voilà, les témoignages sont terminés. Ils ont peut-être fait écho à des situations que vous avez rencontrées où ils vous posent peut-être question. Donc on va maintenant écouter nos deux intervenants. Donc Marie-Vonne Delétan, du chef du service des mesures de protection juridique de l'UDAF. Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Du coup, c'était voilà. Du coup, donc je vous propose d'écouter Madame Delétan. Je vais mettre son PowerPoint en place.
Voilà. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Voilà, donc je me présente, je suis Marie-Bonne Delétang, chef de service à l'UDAF de Côte d'Or depuis maintenant 2010 et je vais vous présenter les mesures de protection qui sont suivies par un service de mesures de protection. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu l'UDAF. L'UDAF, c'est une association loi 1901 dont l'objet est de représenter les familles auprès des autorités publiques, l'intérêt des familles, et qui sont surtout connus pour avoir un service tutélaire dans chaque UDAF. Donc le service tutélaire, c'est un établissement médico-social qui est reconnu depuis la loi du 5 mars 2007, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Donc la protection des biens et de la personne fait l'objet des mesures de protection de type curatelle ou tutelle. L'UDAF a plusieurs services, des petits services à côté qu'on ne va pas mentionner là aujourd'hui, qui ne sont pas l'objet de la mesure de la réunion. L'UDAF comprend donc au niveau de l'encadrement un directeur, un chef de service et une adjointe à mi-temps, 28 mandataires de formation pluridisciplinaire, c'est important. Les mandataires qui interviennent ont au départ une formation soit de travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, assistantes sociales ou conseillères en économie sociale et familiale. Ils doivent passer un diplôme qui est le CNC, le certificat national de compétences de mandataire, qui est obligatoire pour exercer en tant que mandataire. Et le support technique est à 10 secrétaires, 8 comptables, 1,3 ETP de standardistes, c'est-à-dire 2 standardistes, mais pas tout le temps à plein temps l'UDAF, et un service juridique. On peut passer à la slide suivante. Je ne vois pas. Alors, le mandat de protection. Quand on reçoit une mesure de protection, il y a deux types de mesures de protection. La curatelle renforcée, principalement connue, et la mesure de tutelle. Mais on peut recevoir tout d'abord une mesure provisoire lorsque le juge pense qu'il est important de nommer un mandataire, qu'il soit privé ou associatif, par rapport à une situation de mise en danger d'une personne qui aurait besoin ensuite d'une mesure de protection. Cette mesure provisoire, on appelle la sauvegarde de justice, qui est ordonnée ponctuellement pour l'accomplissement d'un acte important ou pendant la durée d'instance de la mesure de protection, à des fins conservatoires. Une personne âgée qui serait en danger au domicile, pour laquelle il faudrait envisager un placement en EHPAD, le juge des tutelles peut prendre une mesure provisoire de type sauvegarde de justice. Cette sauvegarde de justice est accompagnée souvent d'un mandat spécial qui permet au mandataire d'avoir des missions qui sont semblables à celles qu'il aura lorsqu'il y aura des mesures de curatelle ou de tutelle. En général, c'est percevoir les ressources et régler les dépenses. Le mandat de protection, ensuite, nous avons la mesure de protection de type curatelle, qui est une mesure d'assistance. Ça, je crois que c'est très important, le terme est très important. La maman du monsieur tout à l'heure qui a été présentée parlait effectivement d'accompagnement, d'assistance. Un majeur protégé qui bénéficie d'une mesure de curatelle est associé aux décisions qui sont prises par le mandataire dans sa situation. Mesures d'assistance, de conseil et de contrôle, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un contrôle des dépenses de la personne, une mise en place du budget avec cette dernière pour que sa situation s'assainisse ou en tout cas redevienne saine. Mesures pour la réalisation d'un acte d'administration, le majeur protégé peut agir seul, c'est-à-dire qu'en fait, un majeur protégé qui bénéficie d'une curatelle renforcée, de type de curatelle renforcée, peut signer un état des lieux entrant, par exemple, dans un logement. Pour la réalisation d'un acte de disposition, il faut la co-signature du curateur, c'est-à-dire déplacer de l'argent de son compte de LEP, de placement. Le mandataire doit être associé à la démarche du majeur protégé. Il y a trois types de mesures de curatelle, effectivement. La curatelle simple, où seuls les comptes de placement de du majeur protégé sont bloqués.
Le majeur protégé conserve l'exercice de ses droits et de ses moyens financiers pour les exercices courants de sa vie administrative et financière. La mesure de curatelle renforcée qui permet effectivement d'agir avec le majeur protégé et de veiller à la bonne réalisation de sa situation financière, payer les factures concernant sa situation, mettre à jour ses droits administratifs auprès des administrations, protéger son patrimoine si patrimoine il y a, et puis l'accompagner sur le plan de la personne, de la protection de la personne. Il peut y avoir un type de mesure de curatelle intermédiaire entre la curatelle renforcée et la curatelle simple, c'est la curatelle aménagée. Le but d'une mesure de protection, c'est de favoriser, dans la mesure du possible, l'autonomie du majeur protégé. Au cours de cette mesure de protection, le majeur protégé peut évoluer. Et donc peut évoluer dans l'autonomie. Donc on peut lui confier, par le biais d'une curatelle aménagée, progressivement la possibilité de régler à nouveau ses factures et de retrouver progressivement une autonomie vers une levée de mesures de protection. On peut passer à la diapo suivante. La tutelle, enfin, est une mesure de représentation de manière continue dans la plupart des actes de la vie civile, avec le concours du tuteur ou du juge des tutelles. La tutelle, c'est ce qui va permettre d'agir en fait à la place du majeur protégé si une décision doit être prise dans son intérêt et que le majeur protégé n'est pas en capacité d'évaluer cette décision qui doit être prise. Un point important, les mesures de protection, si elles sont limitatrices de liberté, elles sont renouvelées en principe tous les 5 ans. Une mesure de protection, ce n'est pas forcément à vie. Une mesure de protection, c'est pour un besoin à un moment donné dans la vie de la personne. La grande nouveauté depuis effectivement la loi de 2007, c'est qu'on parle de la protection de la personne et des biens. Jusqu'à 2007, on parlait plutôt de la protection des biens de la personne, de son budget, de son patrimoine. Les personnes majeures protégées reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. La mesure de protection a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. C'est vraiment un point très important à expliquer auprès des majeurs protégés, d'expliquer qu'on agit dans leur intérêt et pour faciliter leur autonomie. On peut passer à la diapo suivante. Allô? Merci. La protection de la personne, donc je l'expliquais, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens. Je l'ai déjà expliqué. L'article 457.1, très important du Code civil, la personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, donc du mandataire, toutes les informations nécessaires sur cette situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part. Dans le cas d'une mesure de protection, le rôle du mandataire, c'est d'informer le majeur protégé dans des termes appropriés à sa situation, à son état de santé, sur les risques peut-être qu'il peut prendre dans sa situation ou sur les conséquences de ses actes. C'est être à côté de la personne. Le mandataire, il est à côté du majeur protégé. Hormis les cas prévus à l'article 458 qui sont des actes strictement personnels comme l'autorité parentale, les dernières volontés, l'organisation des obsèques, et c'est pas du tout limitatif, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. On peut passer à la diapo suivante. L'article 459.2, important aussi dans le cas des mesures de protection, la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers. Cet article est très important,
parce que souvent les personnes qui sont placées sous une mesure de protection, elles ont peur effectivement d'une immixtion complète du mandataire dans leur vie, ou aussi on retrouve parfois un entourage qui se veut bienveillant mais qui est très inquiet par rapport à la situation de la personne protégée et qui souhaiterait des interventions plus intempestives de la part des mandataires par rapport aux relations qui sont entretenues par la personne protégée avec tout tiers, par rapport à la façon dont elles vivent. Non, le mandataire n'est pas là pour gérer la vie de la personne protégée. Le mandataire est là pour l'accompagner sur le plan financier, administratif, et veiller effectivement que ses droits administratifs soient ouverts et veiller à sa protection, mais n'est pas là pour entraver sa liberté. Par contre, effectivement, si une personne protégée se met en danger, la personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures nécessaires pour mettre fin au danger que son comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge. Il peut arriver effectivement que dans le cas d'une mesure de tutelle, une personne qui se met en danger sur le plan de la santé, le mandataire soit obligé effectivement de demander une hospitalisation et en informer le juge, par exemple, de la situation du majeur protégé. On peut passer à la diapo suivante. Des actes particuliers. Le mariage, le PACS, l'obligation d'informer le mandataire. Dans ce cas-là, le mandataire délivre au majeur protégé une attestation de réception d'informations au mariage à destination de l'officier d'état civil. Le mandataire ne consent plus au mariage du majeur protégé. C'est une nouveauté. Don d'organes, interdit du vivant du majeur protégé. La plainte, sur le plan pénal, le majeur protégé est une personne comme tout citoyen. C'est quand la personne en curatelle ou même en tutelle peut déposer plainte si elle en est en capacité. Et sa plainte doit être retenue. Il a droit à l'image, c'est un acte personnel. Et en concernant les actes médicaux, quand on parlait effectivement du pouvoir attribué au majeur protégé et puis du pouvoir attribué au mandataire, il faut savoir que pour les actes médicaux, c'est le majeur protégé, qu'il soit en mesure de protection de type curatelle ou tutelle, qui consent aux actes médicaux s'il en est en capacité. Le tuteur peut autoriser s'il a la représentation relative à la personne et que le majeur protégé est dans la capacité de consentir. Les actes particuliers, la personne de confiance, c'est un acte strictement personnel. Le majeur protégé en curatelle peut effectivement choisir une personne de confiance, la signaler auprès de son mandataire et demander à ce qu'elle soit consultée pour toute intervention, par exemple chirurgicale. La personne qui est placée en tutelle, si elle a choisi une personne de confiance, doit faire valider ce choix auprès du juge des tutelles. C'est-à-dire que le mandataire doit solliciter le juge des tutelles pour faire valider ce choix. Les directives anticipées par rapport effectivement à des problématiques de santé, c'est un acte également strictement personnel. On peut passer à la diapo suivante. Le mandataire veille à ce que les libertés, les droits fondamentaux de la personne protégée soient préservés, que quiconque n'entrave son intégrité physique et morale ainsi que sa sécurité. Et il veille aussi que ses conditions de vie soient dignes dans le respect du mode d'existence de la personne protégée. Ça, c'est très important de respecter effectivement le mode d'existence de la personne protégée. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à un type de mode de vie par rapport à un autre. Le mandataire est là pour accompagner le majeur protégé dans ses choix. On peut passer à la diapo suivante. On pratique effectivement sur la protection de la personne, les sollicitations des mandataires sont par l'entourage, l'entourage amical ou le voisinage, sont souvent du type du cas du danger à domicile. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on constate qu'une personne
qui bénéficie d'une mesure de protection, qui est âgé, qui veut rester à son domicile, passer ses derniers moments de vie et qui se retrouve continuellement parfois en danger parce qu'elle tombe, hein, parce qu'elle n'arrive pas bien à s'alimenter. C'est des questions récurrentes qui sont posées et qui relèvent de problèmes d'éthique, à la fois de respecter, comme on le disait, le mode de vie du majeur protégé, tout en s'assurant qu'elle ne se mette pas en danger et qu'il y ait des moyens, des étayages suffisants autour d'elle pour maintenir ce maintien, pour qu'il y ait ce maintien à domicile. Alors, nous sommes souvent, en tant que mandataires, pris dans ces contradictions et ces difficultés de vouloir écouter le majeur protégé et en même temps veiller à ce que le majeur protégé ne soit pas complètement en danger à son domicile. Il y a les cas de la maltraitance, hein, donc ça également nous sommes sollicités et nous en informons les autorités de tutelle des majeurs protégés qui sont déjà vulnérables à la base et qui se retrouvent sous l'emprise de personnes qui profitent de leur vulnérabilité. C'est des situations qui se présentent souvent à nous en tant que service, hein, et pour lesquelles effectivement on accompagne les majeurs protégés à la fois vers des dépôts de plainte, à la fois vers des accompagnements psychologiques, et puis on signale effectivement auprès des autorités de tutelle. Et les cas des troubles de voisinage, alors ça c'est un cas très flagrant, c'est-à-dire effectivement un majeur protégé qui fait du bruit dans son domicile, qui importune les voisins, et souvent nous avons des récriminations de la part des syndics pour troubles de voisinage en nous disant mais on ne comprend pas, il a une mesure de protection, cette personne a une mesure de protection et pourtant les troubles ne cessent pas. Non, le mandataire n'a pas un rôle de toute puissance, il peut effectivement informer, comme je disais tout au début, le majeur protégé des conséquences de ses actes. Il peut effectivement le conseiller ou voir s'il doit reprendre un suivi sur le plan médical par rapport à des troubles psychiques, mais il n'a pas autorité ou pouvoir de faire cesser les troubles du voisinage. Les voisins, dans ce cas-là, doivent s'adresser, comme tout à chacun, auprès des forces publiques et faire un dépôt de plainte. Donc nous nous trouvons souvent face à des demandes de l'entourage qui pensent qu'une mesure de protection change une personne complètement. On peut passer à la diapo suivante. Donc, quels sont, dans ce cas-là, les moyens d'action à notre niveau? C'est rechercher alors le travail avec le partenariat, c'est-à-dire le partenariat médical, social, avec également le lien avec les forces de l'ordre, faire une réunion avec le concours du majeur protégé et puis le syndic pour déterminer des pistes, objectiver la situation dans le cadre du mandat judiciaire qui nous est confié. Qu'est-ce que je fais à mon niveau? Le mandataire, effectivement, ce n'est pas la famille, ce n'est pas un travailleur social, il agit dans le cadre d'un mandat très précis qui lui a été confié. Trouver un terrain de médiation afin de faire évoluer la situation. C'est ce que je disais, faire une réunion avec l'ensemble des protagonistes. Et en référer au juge, voire signaler s'il y a un danger immédiat directement au parquet. On peut passer à la diapo suivante. Nos obligations, les obligations de mandataire, ce sont des obligations de moyens mais pas de résultats. C'est de mettre en place les outils pour répondre aux besoins de la personne, d'où l'importance du travail en partenariat. Le mandataire, comme je l'indiquais précédemment, n'est pas un travailleur social. Il n'est pas là pour accompagner la personne au quotidien. Et le service n'a pas de fonds de secours. Le mandataire est obligé de faire dans la limite des ressources de la personne protégée. On peut passer à la diapo suivante. L'axe maintenant, protection des biens. Lorsqu'on exerce la mesure de protection, les missions du mandataire sont de percevoir les ressources et de régler les charges, sauf pour les curatelles simples
où la personne protégée, excusez-moi, suit sa situation administrative et financière et bénéficie d'un accompagnement a posteriori par le mandataire. Le mandataire doit également établir un budget et reverser l'excédent au majeur protégé, c'est-à-dire les sommes lesquelles il peut prétendre une fois que toutes ses charges sont réglées. Réaliser un inventaire de patrimoine dans les 6 mois de l'ouverture de mesure. Transmettre les relevés de compte mensuels au majeur protégé. Réaliser un projet avec le majeur protégé. Ce projet qui est réalisé tous les ans, qui s'appelle un document individuel de protection des majeurs, et le projet qui est établi avec le majeur protégé par rapport à ses souhaits sur l'année qui est en cours. Et le mandataire doit transmettre et rendre compte au juge annuellement de la gestion de la mesure de protection. Voilà pour ce qui concerne l'exercice du mandat de protection par un service tutélaire associatif. Les missions du mandataire dans le cadre associatif sont les mêmes que les missions de mandataire privé. On va pouvoir en échanger, je pense, tout à l'heure avec Madame Lambrinidis par rapport à sa pratique en tant que mandataire privé. Merci Madame Deletton pour votre intervention et pour toutes les informations sur les différentes mesures de protection juridique, aussi bien pour les personnes que les biens. Si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les poser dès maintenant dans le chat. On va peut-être écouter Cathy Lambrinidis pour la distinction entre le mandataire judiciaire et puis un service de l'UDAF, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions et puis on pourra y répondre à la fin de l'intervention de Madame Lambrinidis. Bonsoir à tous. En fait, donc le mandataire libéral finalement remplit les mêmes missions qu'un service de tutelle. À la seule distinction qu'en fait le mandataire libéral ne travaille pas avec toute une équipe pluridisciplinaire, si vous voulez, en back-off. C'est-à-dire que dans les associations, vous allez avoir le pôle juridique, le secrétariat, enfin tout un tas de process et d'accueil à travers différentes professions. Le mandataire libéral, lui, travaille seul. Alors souvent, le distinguo qui est fait, c'est qu'il y aurait une proximité peut-être un petit peu plus importante au quotidien du fait d'un accompagnement peut-être plus individualisé. Voilà. Donc, nos missions sont exactement les mêmes. La mise en place de la mesure de protection, notre intervention découle du fait qu'à un moment donné, donc, on a saisi le juge des tutelles ou alors le procureur de la République. Ce qu'il y a de très important peut-être à redire aussi ce soir, c'est que on n'est pas mis sous mesure de protection comme ça par coup de baguette magique. Souvent, on nous oppose le fait « Ah oui, mais moi, j'avais peut-être pas choisi » ou j'étais dans une situation X ou Y. Les décisions reposent sur un certificat médical circonstancié. Donc, avec l'intervention d'un médecin expert qui vient évaluer vient prendre un peu la photographie de ce qui se passe dans la vie de la personne éventuellement à protéger. Et donc, la mesure de protection se mettra en place suite surtout grâce au support de ce certificat médical circonstancié. Voilà. Alors souvent, moi dans mes interventions, ce que je dis, c'est que effectivement, ce qui est très très compliqué, c'est que on ne s'est pas choisi. Quand j'interviens pour la première fois, on redonne tout le contexte qui a été donné par Madame Deletton, c'est-à-dire que l'on a des comptes à rendre, c'est-à-dire à savoir chaque année, en tous les cas. À travers un document qui s'appelle compte rendu de gestion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec l'argent des personnes.
Donc, on doit pouvoir justifier de la dépense de ce qui a été mis en place sur une année. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il existe autant de personnes que de façons d'approcher la personne. Après, notre mandat, la mission, elle est la même pour tout le monde et elle est posée en termes juridiques. Donc là, je vois une question très intéressante, c'est y a-t-il une formation comment dire, au niveau des tutelles familiales, etc. Alors en soi, vous pouvez vous rapprocher des associations qui peuvent aider, mais ça c'est plus Madame de l'Étang qui pourrait vous en parler. L'habilitation familiale, alors moi tout ce que je peux vous en dire de ma posture de mandataire libéral, c'est que effectivement, ça demande souvent beaucoup d'énergie aux familles. Et moi, je vois surtout le versant quand la famille dit, bah, écoutez, nous, auprès du juge des tutelles, nous, on n'y arrive plus. En fait, on y arriverait et nous n'y arrivons plus. Du coup, nous sommes saisis, les libéraux ou les associations, bah, souvent dans le cadre de relais d'habilitation familiale. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cela ce soir. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, si Madame de l'Étang, vous voulez rebondir sur ce que je viens d'échanger. Oui, tout à fait, notamment par rapport à la question sur la formation des membres de la famille, qui pourrait devenir, un des membres de la famille qui pourrait devenir mandataire. Il faut savoir qu'effectivement, il n'y a pas forcément des formations, mais il y a des accompagnements. Nous, à l'UDAF, nous avons un service information et soutien aux tuteurs familiaux qui représente 60% d'un temps plein. Donc, il y a 2 collègues qui interviennent sur ce volet-là et qui accompagnent les tuteurs familiaux qui ont été désignés par le juge dans la prise de poste, je pourrais dire, de mandataire. C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous personnels qui sont fixés à l'UDAF sur les questions qui sont posées, qui se posent dans la situation, et également des réunions collectives pour expliquer comment rendre les comptes rendus de gestion au juge des tutelles qui sont demandés tous les ans, comment réaliser l'inventaire de patrimoine, à qui faire appel. En tout cas, il y a un vrai accompagnement des tuteurs familiaux par des dispositifs, information et soutien à tuteurs familiaux, et l'UDAF de Côte d'Or en bénéficie d'un, pour répondre à cette question. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. D'accord. Par rapport à l'habilitation familiale, effectivement, qui n'est pas une mesure de protection, c'est vrai que nous, au niveau du service, on ne connaît pas non plus, c'est un dispositif qui a été créé en 2015, qui est plus souple que la tutelle ou la curatelle, puisqu'il permet à un proche du majeur qui est hors d'état de manifester sa volonté de le représenter pour la réalisation d'actes relatifs à ses biens ou à sa personne. Cette habilitation peut être partielle ou totale. Elle peut être confiée à un membre proche de la famille, concubin, enfant, descendant, mais il faut que tout le monde soit d'accord. C'est une représentation de la personne, là on n'est pas dans l'assistance. Il faut que la personne habilitée, c'est vrai que c'est plus simple, elle n'est pas tenue de dresser l'inventaire, comme je l'expliquais dans les obligations du mandataire de faire un inventaire de patrimoine, ni de rendre compte au juge de la gestion de la situation. Ça paraît plus simple, mais ça sous-entend effectivement qu'il y ait une très bonne entente familiale et puis une bonne entente aussi avec la personne qui est représentée. Voilà sur les questions que je voyais. Je vais peut-être répondre à la question, quel est le tarif d'un mandataire libéral? C'est toujours la très grosse question par rapport à la gratuité d'un tuteur qui serait le père ou la mère de l'enfant majeur handicapé. Alors, il faut savoir que tout est très posé et légiféré. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas arriver en tant que mandataire libéral et de dire, bah, tiens, ça sera tant par mois. Il y a un logiciel de l'État dans lequel nous contrôlons les revenus de la personne. Et donc, ce logiciel fait des calculs automatiques. Et souvent, quand la
on passe à un certain stade, on peut le déclarer par exemple au niveau des impôts, sachant que si par exemple nous étions amenés à suivre Madame Bettencourt, il y a un plafond en termes de revenus mensuels d'un mandataire privé, et après c'est la technicité en fait que vous mettez en place par rapport à certains actes. Donc ce sont des émoluments exceptionnels pour lesquels on pourrait prétendre. Alors, par exemple, une personne qui perçoit une allocation d'adulte handicapé, entre autres, on appelle cela même dans le cadre des mandataires libéraux une mesure État. Et alors je ne pourrais pas vous redire exactement, mais je crois qu'il y avait un petit reste à charge parce que du coup, moi, je regarde pas particulièrement parce que j'ai beaucoup de mesures dites État, donc c'est-à-dire qui ne me rémunèrent pas directement, ou en fait le coût pour une personne revient à peu près à une centaine d'euros, mais donc mensuel, en sachant que quand vous êtes un libéral, vous avez des charges, donc vous pouvez retirer à peu près la moitié de cette somme, donc 50 € par mois, et cette mesure État, de toute façon, c'est l'État qui va la payer. Voilà. Après, si vous avez certains revenus, capitaux placés, etc., là, il n'y a que ce logiciel qui peut vous donner éventuellement cette part qui, de toute façon, viendra en déduction sur l'avis d'imposition. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Moi, je voulais faire... Pardon. Je voulais faire peut-être le lien avec la question où s'adresser pour mettre en place une habilitation familiale. Eh bien, en fait, il faut déposer une requête auprès du juge des tutelles. Ça ne nécessite pas l'assistance d'un avocat. Déposer la requête avec la copie intégrale d'un acte de naissance, un certificat médical circonstancié, c'est-à-dire d'un médecin inscrit sur la liste du procureur. C'est un peu la même chose que pour une mesure de protection. Pour qu'il y ait une mesure de protection, il faut qu'il y ait un certificat médical d'un médecin inscrit sur la liste du procureur. La liste, on peut se la procurer auprès des greffes des tribunaux. Et puis, avec une requête en expliquant la situation de la personne et la situation familiale. Voilà, c'était pour répondre à la question sur l'habilitation familiale, comment la mettre en place. Merci. On avait également une question par rapport à la curatelle simple. Du coup, il y a une personne qui demandait de réexpliquer ses particularités. Est-ce que l'une de vous peut repréciser un petit peu les choses? Je veux bien, on peut le faire aussi à deux voix éventuellement. La curatelle simple, comme je l'expliquais, on va simplement bloquer les comptes de placement de la personne protégée, sa situation de placement. Par contre, sa situation de compte courant, c'est-à-dire que si c'est une personne qui travaille, qui perçoit un salaire et qui vit dans un logement autonome, elle va gérer sa situation personnelle comme vous et moi, en percevant ses ressources et en payant ses charges. Elle sera accompagnée, parce que la mesure de protection sera confiée à un mandataire de type privé ou associatif. Elle sera donc accompagnée par un mandataire, mais qui en fait l'accompagnera pour un contrôle a posteriori, pour savoir effectivement si tout se passe bien dans sa situation, si elle arrive bien à faire face aux charges qui la concernent, et vérifier effectivement voilà, que les choses se passent correctement. Mais la personne a la main sur sa situation. Hormis effectivement si elle veut faire des actes de disposition, des déplacements d'argent, des achats ou autres importants immobiliers, là il faudra le concours du mandataire pour l'assister. On a également une autre question. On nous demande s'il est facile de restaurer une mesure de protection. Donc là, en l'occurrence, une curatelle qui n'a pas été renouvelée.
Alors là, moi, je peux répondre. En fait, je reviens à l'échange de tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir, donc on part toujours du certificat médical circonstancié, donc d'un médecin expert. On peut redonner certains éléments si la situation a changé. Et de toute façon, la situation sera réévaluée au sein du tribunal à travers une rencontre avec le juge des tutelles ou voilà, donc il faut surtout pouvoir redonner des éléments, expliquer pourquoi, le comment, être très factuel. Voilà. Donc, on a également une question par rapport au don du sang et on nous demande pourquoi il est interdit pour les personnes sous protection juridique. Est-ce que vous avez la réponse? Pas forcément la réponse, c'est-à-dire en fait, je n'ai pas forcément la réponse, la décision est celle-ci, mais je ne saurais pas l'expliquer plus profondément. Peut-être Madame Lambrinidis, mais moi en tout cas, Madame Deletton vous a perdu, mais je pense que ça rentre peut-être plus dans le cadre de la loi de bioéthique, en fait. Alors après, à vérifier, hein. C'est-à-dire à savoir, donc là, on part du principe qu'il y a des difficultés, en tous les cas, pour la personne qui est mise sous mesure de protection. Mais je pense que là, les textes risquent de changer de toutes les manières. Il y a des révisions récurrentes. Là, par exemple, au mois de janvier, dans le monde du handicap, il y a eu beaucoup de... Les lignes bougent hein, sur plein de plans, mais je pense que c'est surtout en loi, dans le cadre, enfin, sur le plan juridique, là, pour le coup. Madame Deletton, si vous avez... oh oui, oui, je pense qu'effectivement c'est dans le cadre de ces lois-là et que ça peut effectivement, on espère que ça puisse évoluer par rapport à cette décision. Il y avait une question sur l'UDAF et des représentations dans tous les départements. Oui, il y a une représentation dans tous les départements. Représentation au niveau institutionnel, excusez-moi, au niveau de la représentation de l'intérêt des familles, de toutes les familles, et puis un service tutélaire également dans chaque département. On a également une question par rapport au changement entre une mesure de tutelle et une habilitation familiale qui n'existait pas. Est-ce que c'est possible ou pas? Du passer d'une mesure de protection à une habilitation familiale ou le contraire Oui, une tutelle vers une habilitation familiale. Alors, j'ai jamais vu, mais bon, en même temps, je l'ai jamais vu, mais en même temps, on pratique pas puisque les habilitations familiales, ce sont pas des mesures de protection, elles sont pas confiées au service. Dans le sens inverse, une habilitation familiale qui irait vers une mesure de protection, ça arrive parce que souvent, effectivement, il y a des conflits familiaux, des tensions en tout cas, qui font que l'habilitation familiale ne peut plus s'exercer correctement. Dans l'autre sens, peut-être que ça peut aussi exister, mais en tout cas, je n'en connais pas. C'est plus compliqué, il me semble. En tous les cas, il y a toujours possibilité, quelle que soit la mesure de protection, de pouvoir interpeller le juge des tutelles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi bien garder en tête, quelles que soient les difficultés, j'ai envie de dire, parce que c'est parce qu'on travaille les uns avec les autres que l'on travaille dans l'intérêt de la personne. Donc là, c'est fondamental de bien l'entendre, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien d'irrémédiable, et ça a été un grand saut dans le cadre des mesures de protection pendant toutes ces dernières années. Voilà, donc c'est toujours la même mécanique, c'est-à-dire que de demander ce certificat médical du médecin expert, de pouvoir fournir des explications, venir rencontrer le juge des tutelles. Il n'y a jamais rien d'irrémédiable en soi. Après, il y a des situations, j'ai envie de dire, médicales qui font que de toute façon, là, ce serait leurrer les gens que de se dire, bon, ben, il n'y aura plus de protection. Mais voilà, je pense qu'en c'est en dialoguant et il n'y a rien d'irrémédiable dans le cadre des mesures de protection. Voilà.
On a eu également une question pour savoir si en France, il y a des alternatives à la tutelle-curatelle, plutôt dans le sens de la prise de décision assistée, telle que stipulée par la Convention des Nations Unies. Alors bon, cette question, elle mériterait effectivement qu'on réfléchisse un peu plus et qu'on reprenne un peu les projets de loi, je dirais. Il y a une volonté d'aller vers une mesure un petit peu unique qui serait adaptée en fonction de la situation, avec des paliers, qu'il n'y ait plus de tutelle et curatelle, mais une mesure de protection, comme je disais, adaptée à la situation de la personne, avec une volonté d'aller vers l'autonomie. C'est ce que je peux dire, mais pour l'instant, on en est au balbutiement. Peut-être que Madame Lambrinidis a des informations sur cette question-là plus précises. J'ai envie de dire, on tend quelque part à travers nos pratiques déjà vers cela. Après, c'est toujours une question de disponibilité, de professionnels, d'argent. La question au niveau du paiement du libéral, de la personne mandataire libérale, elle n'est pas anodine en soi, dans le sens où effectivement c'est toujours la peur de se dire ça entraîne des coûts et toutes ces mécaniques-là d'assistance sans passer par des process, on y tendrait tous. Voilà, le souci, c'est que les demandes de mesures de protection sont exponentielles. J'ai envie de dire, on alerte aussi peut-être plus facilement. On accepte plus aussi certaines formes d'accompagnement, mais dans le temps, je pense qu'on va tendre vers cet accompagnement vraiment ultra personnalisé. Et c'est tant mieux. Alors, on a aussi une question un petit peu plus pratique. À quel âge, en fait, doit-on préparer la tutelle et quel est le délai de mise en place pour être prêt à ses 18 ans dans le cadre d'une déficience intellectuelle? Alors, dans le cadre d'un jeune avec une déficience, d'un jeune ou d'une jeune avec une déficience intellectuelle, je suppose que le jeune ou la jeune est accompagné par des services éducatifs. Les professionnels sont tout à fait au fait de ces questions-là et accompagnent les familles par rapport à ces demandes de mise sous protection. Nous, on voit effectivement des jeunes qui sortent d'IME. Souvent, c'est préparé environ 6 mois avant effectivement la sortie de l'IME. Il faut avoir 18 ans. Les mesures de protection, elles s'adressent à des personnes qui sont majeures. Donc, il faut d'abord avoir 18 ans, effectivement. Et puis, je pense que cette question-là, il faut la travailler avec l'entourage éducatif ou professionnel ou social de la personne. Je me permets d'intervenir, Christelle Patin, je me permets d'intervenir par rapport justement à l'âge de la demande de mesures de protection. Effectivement, on dit à 18 ans parce que la personne devient majeure, mais en tout cas moi dans ma pratique de fait, ce que je vois souvent, c'est au moment du passage en secteur adulte au niveau de la MDPH, donc aux 20 ans en fait de la personne, parce que avant ces 20 ans, la personne perçoit l'allocation pour un enfant handicapé et pour le coup, c'est ses parents qui sont plus concernés que la personne elle-même, alors que au moment du passage à l'âge adulte, à ses 20 ans, là, cette fois-ci, il faut fournir un RIB au nom de la personne et c'est là où en fait les parents commencent à s'interroger en disant oui, là c'est en son nom propre et comment ça va se passer. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque dans ma pratique. Souvent, c'est autour de la vingtaine. Je ne sais pas si c'est quelque chose partagé avec d'autres. Oui, juste pour compléter ce que disait Madame Patin, oui, c'est souvent vers 20 ans, mais on a aussi, nous, au niveau des services mandataires,
des jeunes qui n'ont pas 20 ans. C'est pour ça que je parlais entre 18 et 20 ans au moment de la majorité, du passage à la majorité. Il y a des partenaires, des professionnels qui signalent la situation très rapidement. Ça concerne souvent parfois des jeunes qui ont eu un parcours d'accompagnement éducatif par des structures de type IME, Institut médico-éducatif, et qui à 18 ans, on voit tout balader. On a ces nouvelles situations qui se présentent maintenant, qui envoient tout balader, qui n'ont plus envie de continuer vers un foyer logement et vers un travail de type ESAT dans le milieu du handicap, et du coup qui se retrouvent sans situation sociale, professionnelle, et qui parfois se retrouvent à la rue. Donc il y a des demandes de protection parfois qui sont faites plus tôt. Oui, moi de mon côté, en fait, en tant que libérale, je suis des jeunes de 18 ans, par exemple, qui sortent de tout ce qui est accompagnement, aide sociale à l'enfance. Voilà, où on a anticipé en fait les choses. Voilà. Sachant que oui, ça peut aller de, moi en ce qui me concerne, de 18 ans à 102 ans. Voilà, pour la petite histoire. Donc c'est très vaste. Et ça peut concerner tout le monde, et c'est franchement le reflet aussi de notre société. Voilà, on a autant des personnes qui sont salariées, ça peut vraiment, la mesure de protection peut toucher vraiment tout le monde. Alors, on a également une autre question pratique. Isabelle nous demande quel est le coût de l'expertise médicale. Je ne sais pas si vous avez une idée de cette consultation. Alors oui, c'était 160 €, mais ça peut être augmenté parce que j'ai des souvenirs d'il y a 2-3 ans. Donc il faut compter environ 160 € plus peut-être le coût de déplacement. Donc l'expertise médicale, elle a un coût, c'est sûr. Alors, une autre question, est-ce qu'un mandataire est nécessaire sous tutelle ou le tuteur fait-il office de mandataire? Il faudrait peut-être préciser la question. Est-ce que je vais essayer de la retrouver? Un mandataire est nécessaire sous tutelle ou le tuteur fait-il office de mandataire? Alors, le mandataire peut être le tuteur ou le curateur, comme j'ai expliqué au départ, en fonction de la nature de la mesure de protection. Donc, c'est le tuteur ou le mandataire, c'est le même. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Nathalie, si vous êtes encore avec nous, est-ce que vous voulez éventuellement prendre la parole pour préciser votre question ou nous préciser si vous avez… Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, bonsoir. Oui, merci. En fait, j'ai du mal à saisir la question, oui, du mandataire. Enfin, quand on est sous tutelle, parce que, enfin, pour prendre mon exemple, ma fille qui est déficiente intellectuelle, à ses 18 ou 20 ans, enfin, je ne pense pas qu'elle sera capable de gérer son portefeuille, enfin, quoi que ce soit, donc pas de travail. Donc, je saisis pas. Enfin, est-ce qu'il y aura un mandataire plus un tuteur, ou ça va être que sous tutelle? Donc, je suppose qu'on pourra nous se proposer comme tuteur, mais du coup, on aura la fonction de mandataire. Enfin, est-ce que c'est doublon? Est-ce qu'il y a besoin d'un mandataire plus d'un tuteur? Voilà, c'était ma question. Alors, je vais essayer de répondre à votre question. C'est-à-dire qu'en fait, si votre fille, vous pensez qu'elle va faire l'objet d'une mesure de protection, effectivement, il faudra faire la demande. Et ce qu'il faut préciser, qu'on n'a pas précisé, c'est que effectivement, les personnes qui sont placées sous protection sont avant tout suivies par des tuteurs dans leur entourage. Effectivement, quand il s'agit de l'entourage, on parle de tuteur familial. Mais le tuteur familial, si vous êtes validé par le juge des tutelles dans cette fonction, ne va pas être corroboré par une mesure qui serait confiée à un mandataire professionnel. Vous allez assurer la mesure de protection en tant que tuteur familial, faire office de mandataire, et vous pourrez bénéficier
en fonction du lieu où vous habitez, mais dans tous les départements, il y a ce service, d'un service information et soutien aux tuteurs familiaux qui pourra vous accompagner dans votre mission. D'accord, mais il faudra faire toutes les missions que vous avez décrites là du mandataire, tenir un compte, le compte rendu annuel, enfin toutes ces choses-là? Oui, oui, vous allez effectivement, il y a des obligations dans le cadre des mesures de protection, dresser un inventaire de la situation patrimoniale, rendre compte au juge tous les ans des dépenses qui ont été effectuées sur le compte de la personne protégée. Mais justement, effectivement, les services de soutien et d'information des tuteurs familiaux vont pouvoir vous accompagner sur ces questions-là. C'est un service qui est gratuit, hein, qui est financé par l'État et qui permet effectivement aux tuteurs familiaux d'avoir des rendez-vous gratuits par rapport à des questions que vous vous posez et des rendez-vous, comme je disais, collectifs où on va vous montrer comment rédiger votre compte-rendu de gestion pour le présenter au juge des tutelles. D'accord, donc c'est ce que vous disiez, enfin habilitation familiale, du coup je vois pas, enfin est-ce qu'il y a besoin d'une habilitation, d'une formation ou tant qu'on, enfin si on peut le faire, on le fait, enfin si on est accompagné et voilà. Et... Alors, l'habilitation familiale, c'est pas une mesure de protection. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous faites le choix de demander une mesure de protection au juge des tutelles de type curatelle ou tutelle, avec un certificat médical circonstancié, et vous êtes nommé éventuellement en tant que tuteur familial, soit vous faites le choix de demander une habilitation familiale auprès du juge des tutelles. Vous pouvez commencer par cette première demande, également avec un certificat médical circonstancié. Et dans ce cadre-là, effectivement, vous allez représenter votre enfant partiellement ou totalement, en n'ayant pas les mêmes obligations qu'un tuteur familial ou d'un mandataire, c'est-à-dire que vous n'aurez pas l'obligation de dresser un inventaire ni de rendre compte au juge. En même temps, je serais tentée de dire, mais ça c'est un point de vue personnel en tant que professionnel, que pour votre enfant, c'est peut-être mieux qu'il y ait une mesure de protection directement et puis qu'il puisse évoluer vers ensuite peut-être un peu plus d'autonomie ou en tout cas que vous soyez aussi couvert par rapport aux actions que vous allez mener dans sa situation. Je vous remercie pour ces précisions. On a une question par rapport au juge des tutelles. On nous demande est-ce que le juge des tutelles qui intervient est celui du domicile de secours? Est-ce que la personne qui a posé la question peut préciser? Vous pouvez prendre la parole si c'est plus facile pour vous. Bonjour, c'est moi qui ai posé la question. En Oui. fait, j'ai une grande qui habite dans un département et on vit dans un autre département. Or, son domicile de secours est le département où elle est enregistrée à la MDPH. Est-ce que, du coup, le juge vers qui on va se tourner pour faire l'habilitation familiale, puisque nous, c'est ce qu'on a choisi, doit être forcément celui du domicile de secours, donc qui est celui où on a déposé le dossier à la MDPH. Madame Deléton. Eh bien, en ce qui concerne, alors pour l'habilitation familiale, je ne sais pas. Pour ce qui est des mesures de protection, c'est le domicile du lieu où habite le majeur protégé ou le tuteur ou le mandataire, donc l'un ou l'autre cas. Dans le cas de l'habilitation familiale, je ne sais pas. Je suis en train de regarder un petit peu mes documents.
Je pense qu'il faut que vous posiez peut-être directement la question au tribunal où vous habitez. Ils sauront mieux vous répondre en tout cas que moi. Merci beaucoup. Il y a une personne qui souhaitait prendre la parole pour poser une question un petit peu longue. Est-ce que vous êtes toujours connecté? Est-ce que vous voulez nous en parler? Je ne l'aperçois pas dans les participants. Du coup, elle est peut-être déconnectée. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il restait donc une dernière question par rapport au type d'investissement financier qu'on peut faire avec les revenus de la personne sous tutelle afin d'augmenter son capital en vue de l'avenir. Alors, c'est un sujet qu'on abordera le 1er mars prochain. On va apporter un complément à cette réunion. On va parler du devenir de la personne en situation de handicap au décès de ses parents. Donc, on pourra peut-être en discuter plus largement à cette occasion. Je ne sais pas si, entre-temps, vous voulez apporter quelques éléments de réponse de façon rapide. Alors là, c'est très compliqué de donner une expertise et il faudrait connaître déjà le capital de la personne. Il faudrait refaire prendre une photographie générale de ses placements déjà existants ou pas, de ses revenus. Donc là, répondre dans l'immédiat. Voilà, vous pouvez prendre attache auprès de la personne qui interviendra le 1er mars. Je pense que ça sera plus individuel. Enfin, on pourra répondre de manière aussi certainement globale, mais un peu plus par rapport à un panel de personnes plus important. Donc là, il faudrait vraiment rentrer dans les détails financiers de la personne. C'est compliqué là de répondre comme cela. Est-ce que vous avez de nouvelles questions ou est-ce qu'on a pu répondre à vos interrogations? Du coup, en tout cas, merci Madame Delétang et merci Madame Lambrinidis pour vos interventions et pour toutes les informations que vous avez pu nous donner ce soir et tout cet éclairage. On a une dernière question qui apparaît. Alors, une PH avec un taux de 80% ne devrait-elle pas être systématiquement mise sous protection? Alors, tout dépend effectivement la capacité de la personne. La personne peut avoir une reconnaissance effectivement handicap à 80%, mais être en capacité de mener une vie avec un accompagnement éducatif et social tout à fait satisfaisant. Pour qu'il y ait une mesure de protection, il faut rappeler, il faut une altération des facultés personnelles, mentales ou corporelles, et que cette altération, elle soit constatée par un médecin inscrit sur la liste du procureur. Donc, heureusement qu'il y a des personnes qui ont un taux de handicap à 80% et qui ne bénéficient pas de mesures de protection. Eh bien, merci beaucoup pour cette dernière réponse. Je vous donne donc rendez-vous le 1er mars prochain donc, pour faire un complément à cette soirée. Donc, on va intervenir Maître Mistret autour du devenir de la personne handicapée au moment du décès de ses parents.
Donc cette soirée-là viendra bien compléter les éclairages qu'on a pu avoir ce soir. Merci de votre participation et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.